Cette émission sur Paris, comme celle qui l'a précédée dimanche dernier, a été enregistrée avant la pandémie en studio et elle était destinée à être diffusée après le second tour des élections municipales. Les choses ont tourné comme vous le savez et c'est donc maintenant que nous diffusons ces deux thématiques qui, comme toutes les thématiques que nous avons enregistrées, sont soutenues par la compagnie MMA, qui nous soutient matériellement et qui nous soutient moralement en nous faisant connaître auprès de ses collaborateurs et auprès de ses clients. Le Nouvel Esprit Public, bonjour, nous voilà donc réunis pour notre deuxième émission thématique sur Paris. Paris aimé, Paris convoité, mais Paris quitté, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicolas Chaudin, écrivain, réalisateur et éditeur d'art, Alexandre Gady, professeur à la Sorbonne et directeur du Centre André Chastel, et Dominique Khalifa, directeur du Centre d'Histoire du XIXe siècle à l'Université Panthéon-Sorbonne. Longtemps, la rue a été l'espace principal de la vie sociale et l'action de l'État l'a progressivement policée. Tracé et appellation des rues, alignement et numérotation des maisons, éclairage, organisation de la circulation, réglementation des activités, organisation des mesures d'hygiène, développement des mesures de sécurité publique et de lutte contre l'incendie, aménagement de la voirie et des égouts, toutes ces politiques ont façonné la ville, son peuplement et les manières de l'habiter. Elles ont engendré des transformations allant parfois jusqu'au bouleversement ou à la métamorphose. Après Haussmann, une grande réurbanisation de Paris a été mise en œuvre lors des années Pompidou et depuis, la capitale n'a cessé de connaître des successions d'avatars où se confrontent, s'opposent ou se marient l'influence des politiques publiques et des intérêts privés. Rénovation de quartiers et développement de l'immobilier de bureaux, aménagement des règles de circulation et irruption de nouveaux moyens de déplacement, régulation des conséquences du tourisme et développement de nouvelles attractions commerciales comme l'ancienne Samaritaine ou culturelles comme le musée Pinault dans des différents quartiers. Nous allons essayer de comprendre comment interpréter le Paris d'aujourd'hui à la lumière de son histoire et comment analyser les décisions contemporaines d'urbanisme, comment comprendre cette ville qui a perdu 60 000 habitants. Mais précisément, pour interpréter le Paris d'aujourd'hui à la lumière de son histoire, je voudrais que nous commencions, Dominique Khalifa, en vous demandant, puisque vous êtes membre du comité d'histoire de la ville de Paris, en tout cas vous l'avez longtemps été, j'espère que vous continuerez à l'être, vous demander comment le comité d'histoire de la ville de Paris pèse, agit, influe sur la politique de la ville et d'une manière générale, comment il organise sa réflexion et son action. Dominique Khalifa. Le comité d'histoire de la ville de Paris a été créé en 2007, si ma mémoire est bonne. Et donc, il a déjà vécu plusieurs mandatures. Il se reconstitue en principe avec chaque nouveau maire. Le principe est plutôt d'une instance de conseil et de consultation. C'est-à-dire que je crois que, si mon souvenir est bon, nous avons dû être 40 dans chaque comité, principalement des historiens et des historiennes, parfois rejoints par, je crois, la directrice du musée Carnavalet ou d'autres institutions culturelles parisiennes. Et la fonction, c'est plutôt c'est une force de proposition. Nous proposons effectivement à l'hôtel de ville d'organiser des expositions, d'organiser des cycles de conférences, de proposer des actions dans la rue pour mettre en valeur l'héritage ou le patrimoine historique de la ville de Paris. Il y a un gros travail d'édition également qui a été fait par les deux précédents comités. Si mon souvenir est bon, c'était Jean Favier, le médiéviste Jean Favier qui avait dirigé le premier, et c'est Danielle Tartakovsky, une historienne du XXe siècle, qui était la précédente et présidente du comité. Donc aussi de l'édition, la plupart du temps de la coédition avec des éditeurs universitaires ou autres. Et puis depuis une bonne dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, il y a un prix
Chaque année, le comité, en fait, a obtenu une somme de la famille Augustin-Thierry. Il y a donc un prix Augustin-Thierry de la ville de Paris qui, chaque année, récompense un ouvrage d'histoire qui, effectivement, a partie liée avec Paris. Donc, c'est une fonction relativement modeste, mais une fonction de proposition qui chaque année multiplie. L'année dernière, par exemple, il y a eu une grande exposition et une série de conférences sur nourrir Paris. Comment a-t-on nourri cette ville depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Des initiatives qui viennent de ses membres, historiens et historiennes, et qui sont validés la plupart du temps par l'hôtel de ville. Et quand ils ne sont pas validés, est-ce qu'il y a des points de friction, justement? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont difficiles à faire adopter? Non, des thématiques, je crois pas. Là, il y a une grande liberté du comité. J'ai envie de dire, la friction, elle vient du fait que les locaux ne sont jamais ce que nous souhaitons, que le budget n'est jamais celui que nous voulons. Des choses bien naturelles pour une instance de ce type-là. Mais je n'ai pas de mémoire de membres du comité souvenir de propositions qui auraient suscité des tensions ou des refus. Alors, il y a une autre commission qui s'intéresse à l'histoire, c'est la commission du Vieux Paris. Alexandre Gady, vous en avez été le secrétaire, vous en avez été membre. Est-ce que cette commission, comment est-ce qu'elle a évolué et qu'est-ce qu'elle a réussi ou échoué, ou bien réussi et échoué, à faire prendre en compte dans l'histoire de la ville, Alors, il faut dire d'abord que la commission du Vieux Paris, c'est un organisme un peu mystérieux, avec ce nom très poétique qui fait penser dans l'esprit du public en général que c'est une association loi 1901, alors que c'est une instance municipale présidée par le préfet de la Seine quand elle a été créée en 1898, puis par le maire élu à partir de 1977. Donc c'est aussi un organisme de conseil, comme le disait Dominique, placé auprès de l'exécutif, avec une sensibilité, donc cette fois-ci, à l'histoire de l'archéologie, à l'histoire de l'architecture, à l'histoire aussi, dans ses attendus de fondation, de l'histoire pittoresque et de la rue de Paris. Alors la commission du Vieux Paris, ça a été très longtemps un rassemblement de gens très bien élevés, 40 membres calés sur le principe de l'Académie française, membres nommés à vie, avec des gens de lettres, des choses qui étaient assez pittoresques, et ça a duré jusqu'à l'élection de 2001. Alors, lorsque Bertrand Delanoë est arrivé à l'Hôtel de Ville, s'est posé une question évidemment qui était que cette formation tout à fait sympathique et qui donnait des avis là aussi consultatifs n'était pas conforme au code des collectivités territoriales. On ne peut pas nommer des gens à vie, etc. Donc il a fallu casser le moule de cette commission assez poétique, assez merveilleuse, qui avait une liberté totale, y compris sur son ordre du jour. Moi j'ai eu la chance d'y travailler à un moment où elle était présidée par un archéologue un peu en dehors de toute forme de circuit et que vous avez connu, Philippe, et qui était Michel Fleury. Le grand public le connaît au moins pour les fouilles, bien sûr, du château fort de Philippe Auguste dans la cour carrée du Louvre, mais aussi de la crypte archéologique, les pirogues de Bercy et la crypte archéologique de Notre-Dame, dont on parle beaucoup en ce moment pour des raisons de maintenance de sécurité incendie. Et donc la commission a fait un travail assez extraordinaire. Quand elle était totalement libre, parce qu'elle pouvait dire aux princes son fait, ne risquant absolument rien. Tous les membres, on ne pouvait pas débarquer les membres. On pouvait simplement faire des petites cocottes en papier avec les avis de la commission, ce qu'un maire qui était Jacques Chirac, ne pas dire du mal des morts, mais enfin faisait quand même plutôt avec assez de talent. Ensuite, elle a été prise mieux en considération à l'époque de son successeur Jean Tibéri, qui passe pas non plus pour l'homme le plus important pour la culture. Et peut-être qu'au fond, quand les hommes politiques qui sont pas cultivés laissent les experts travailler, c'est pas si mal. En tout cas, on avait fait dans ces années 90 beaucoup de travail de sauvegarde dans Paris. Et puis ensuite, la commission a été changée. Alors après, on est en campagne électorale, on ne va pas faire de politique. La commission est dirigée par des gens très honorables. Elle est composée de gens très honorables. Il y a beaucoup d'avis qui se sont professionnalisés. Quand je compare avec l'époque où j'y étais, vraiment, je vois les avis qui rendent sont vraiment remarquables. Mais il est vrai que la commission se heurte directement d'un côté à la politique de l'hôtel de ville quand elle est très marquée par une idéologie particulière, de l'autre côté aux intérêts privés qu'il faut plus ou moins ménager. Donc quand on dit on va surélever toutes les maisons de Paris pour loger plus de gens, la commission, quand c'est une architecture de qualité, dit il vaudrait mieux pas. Et donc à un moment il y a un frottement. Le plus gros frottement, c'est évidemment, parce que là la directrice de la commission a été décapitée, au sens administratif du terme, c'est l'affaire de Roland-Garros, c'est-à-dire le massacre du jardin protégé des Serres d'Auteuil pour agrandir contre la parole d'ailleurs du maire de l'époque, le stade de Roland-Garros. Donc ça a été un très très violent accident dans l'histoire de la commission. Mais c'est, comme l'a dit Dominique Khalifa, de toute façon un organisme consultatif, il peut se tromper aussi, il peut avoir raison tout le temps, mais c'est le politique qui arbitre à la fin. Nicolas Chaudin, sur cette présence ou cette absence de l'histoire dans les politiques de la ville?
Écoutez, les élus municipaux n'ont pas à produire un brevet d'histoire quand ils se présentent au suffrage des électeurs. Donc c'est toujours pareil, on peut tomber sur une équipe particulièrement sensible et une autre qui ne l'est pas. Et comme l'a dit Alexandre, c'est pas plus mal quand ils ne le sont pas s'ils font confiance aux experts. Ce qu'il y a de vrai, en tous les cas, c'est qu'on ne peut pas diriger une ville comme Paris sans prendre en compte dans chacun de ses projets la dimension historique de cette ville et surtout sa puissante identité. Parce qu'il y a des villes qui sont très anciennes, mais qui ont une identité multiple ou une identité fractionnée, abîmée, entamée. Paris a été légué par un 19e siècle extrêmement persévérant dans son urbanisme, parce que souvent on réduit Paris à la ville haussmannienne. Il faut juste rappeler que le chantier haussmannien a duré presque un demi-siècle et qu'il a survécu en quelque sorte à la destitution de son initiateur. Donc Paris est une ville très dense, Paris est une ville très minérale, Paris est une ville très systématisée, en tous les cas pour l'essentiel de ce que le 19e siècle y a laissé. Et ça, on ne peut pas l'oublier, on peut d'autant moins l'oublier qu'on a la volonté que ça change. Je veux dire par là que si on doit substituer à cet ordre extrêmement strict et surtout un ordre visuellement, non pas agressif, mais extrêmement puissant, il faut bien trouver un ordre au moins équivalent pour le lui substituer. Or, la crainte, je ne dis pas que, là non plus, je ne vais pas accabler les élus, mais la crainte, c'est le défaut d'ambition et le défaut d'une vision globale. On ne peut pas s'amuser à retirer les grilles d'arbres dans un arrondissement pour les laisser dans l'arrondissement d'à côté. On ne peut pas mettre ici des billots de bois en guise de bancs publics et laisser les bancs alphans là-bas. On ne peut pas transformer les trottoirs en une succession de jardinets laissés à l'action de la nature, si je puis dire. Tout ça d'ailleurs pour des raisons extrêmement pratiques. Ça nécessite beaucoup moins d'entretien qu'une pelouse tondue. On ne peut pas faire ça dans un arrondissement ou dans un quartier et pas dans l'autre. Paris a cette force comme ça qui saute au regard des visiteurs, qui est dans sa minéralité, cette espèce de majesté d'ailleurs héritée des siècles précédents, parce que finalement, l'architecture du milieu du 19e singe un peu le grand style monarchique. Mais cette puissance-là saute aux yeux de tous les visiteurs et chaque coup de canif, en fait, l'avilit plutôt qu'elle ne la change. Voilà. Dominique Khalifa, sur la construction de l'espace social de Paris au XIXe siècle. Oui. Moi, je proposerais une chronologie un petit peu différente, en fait. Plus en 67 ou 68, un historien de l'art qui s'appelait André Fermigier, qui était aussi un chroniqueur célèbre au l'Observateur, avait proposé ce raccourci, mais que j'aime bien, qui était de dire il y a Paris 1, Paris 2 et Paris 3. Paris 1, c'est avant le milieu du 19e, et Haussmann, et j'ai envie de dire peut-être comme aussi avant Haussmann. Oui, Rambuteau. Rambuteau, c'est important. Enfin, ce qui se passe à partir de la monarchie de Juillet. Et ça va jusque la césure que vous évoquiez tout à l'heure, Philippe, au début, en gros les années Pompidou, les années que Louis Chevalier appelait les années d'assassinat de Paris. Et puis il y a Paris 3. Mais quand on y regarde un petit peu précisément, le Paris 2, qui est celui qui m'est cher, qui est celui que je connais un petit peu en tant qu'historien, qui irait en gros du milieu du 19e au milieu du 20e, avec un épicentre très clairement situé en 1900. Et pas par hasard. Ce Paris-là, il incarne en fait presque tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous pensons, tout ce que nous présentons, tout ce que nous pressentons de Paris. Bien sûr, le Paris d'avant, le Paris médiéval, le Paris gothique, il reste plus grand-chose, on le voit plus beaucoup. Le Paris d'après, notre Paris, celui qui depuis les années 60 tente effectivement de trouver sa voie. On vit avec, mais quand on se promène dans Paris, quand on va se balader, quand on amène des amis étrangers ou de la famille provinciale à Paris, on va ni place des Fêtes, ni place d'Italie, ni à la Défense. On va dans le Paris 2. Et donc ce Paris-là, ce que j'ai appelé dans un livre le grand Paris haussmannien, le Paris du grand siècle haussmannien,
qui effectivement, comme ça a été dit, va beaucoup plus loin qu'Haussmann. Je rappelle juste pour mémoire que le boulevard Haussmann a été achevé en 1929, hein, donc ça dépasse très très largement le Second Empire et la période. Ce Paris-là, c'est le Paris qui a une identité architecturale, en tout cas celle que nous continuons à voir et à visiter essentiellement, qui a une identité littéraire. Quand Benjamin ou d'autres vont commencer à parler de mythe de Paris, c'est avec ce Paris-là, qui a une identité sensible, c'est la ville avec laquelle nous sommes, et on a beaucoup de mal, peut-être à tort, hein, effectivement, à sortir de cette ville-là, et on s'aperçoit effectivement que la ville, on va dire, vivante, qui est la nôtre aujourd'hui, qui pour partie est encore très très largement ce Paris 2, elle nous marque tellement, elle a tellement d'empreintes que nous tous, enfin en tout cas c'est mon sentiment, nous avons beaucoup de mal à en sortir. On a beaucoup de mal à vivre Paris 3. Jean-Louis Bourlange. Oui, je vous écoute, moi je découvre tout cela. Votre chronologie m'intéresse et me pose un peu de problème. C'est vrai qu'on a un grand siècle haussmannien. Est-ce qu'il est vraiment en rupture? Est-ce que le Paris, ce que vous appelez le Paris 2, commence si tard? En réalité, on a l'impression d'une ville médiévale, dans un premier temps, qui se développe de façon plus ou moins anarchique, avec simplement le souci de la part de la puissance publique d'avoir les protections requises, donc les murs, etc. Enfin et ça nous mène pratiquement jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et après, on a quand même l'impression d'une certaine unité dans un modèle rationalisateur. Enfin, les grandes places, la Concorde, la place Vendôme, etc. Tout ça, c'est déjà pré-haussmannien. La grande différence avec Haussmann, c'est qu'Haussmann a eu, me semble-t-il, des conceptions géniales en matière d'urbanisme, et il n'a pas vraiment eu les architectes. Il n'y a pas eu de Gabriel, il n'y a pas eu de choses comme ça. Les architectes qui lui ont permis de donner. Donc le style architectural est très différent, mais le modèle est le même. Et même Paris 3, c'est un prolongement du modèle rationalisateur, avec là, en plus, des catastrophes. Et alors Paris 4, c'est terrible. Paris 4, c'est quand même Bercy, l'Opéra de la Bastille, des choses comme ça. Enfin, c'est quand même, et maintenant le Palais de Justice. Enfin, on a l'impression d'une dégradation assez constante. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la grande césure, c'est au moment où la monarchie administrative s'installe vraiment en France, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XIV, enfin, et là, on a quand même un modèle d'urbanisme qui est un modèle rationaliste. Enfin, c'est une question, hein, vraiment une question de béotien. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que non, mais d'autant plus vrai que Haussmann, à qui on fait porter à peu près tous les chapeaux de l'histoire de Paris, mais Haussmann a été préfet de Gironde avant de venir à Paris, et il a été impressionné par Bordeaux, la préfecture de Gironde, telle que l'avaient laissé les grands gouverneurs et intendants de la monarchie finissante, enfin du siècle des Lumières. Oui, pas finissante, jamais finissante, éclairée, Alexandre, mais de la monarchie du siècle des Lumières. Et il a été très très impressionné par le classicisme de la ville de Bordeaux, et c'est ça son modèle. Et ce que vous dites est assez vrai, parce que à l'intérieur de lui-même, Haussmann voudrait faire de Paris ce qu'il a émerveillé à Bordeaux, avec un siècle de décalage, forcément. Il voudrait être Colbert, c'est ça son grand drame. Alexandre Dupré de Saint-Maur ou Tourny, ça lui aurait suffi. Il y a eu le nom très, très cher au cœur des défenseurs de Paris, était d'André Fermigier, qui a été maître de conférence à la Sorbonne, mais qui était le grand critique du Monde, journal qu'il a licencié ignominieusement dans l'affaire de la pyramide du Louvre. Il avait le tort d'être en désaccord avec le roi du moment. Il n'était pas pour la pyramide. François Mitterrand. Non, il avait surtout développé un raisonnement qui s'est avéré, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire une seule entrée, que c'était une catastrophe, et depuis on en a rétabli plusieurs. Mais alors André Fermigier, l'auteur d'un mot merveilleux, après la conférence de presse de Georges Pompidou dans l'émergence du Paris 3, il titre dans Le Monde, Monsieur Pompidou a un goût en matière immobilier, heureux hasard, c'est celui des promoteurs. Voilà, ça c'était du journalisme de... J'ajoute qu'il avait dit un jour, bien avant que Robert Badinter ne plaide avec succès devant l'Assemblée, il avait dit un jour « Je suis contre la peine de mort, sauf pour les architectes ». Mais je reviens à ce débat. Oui. Évidemment, là, c'est des délices un peu de torture chinoise d'historien de l'urbanisme. Mais la force du Paris haussmannien, moi, elle m'intéresse comme historien de l'époque moderne, c'est-à-dire du Parisien.
qui a des vertus pour moi assez fortes, que vous pouvez le comprendre, parce que c'est vrai que le problème qu'a Haussmann dans l'historiographie, c'est qu'il écrase d'une espèce de lumière très puissante ce qu'il y a avant. Il faut lire le livre d'André Morizet sur les préfets de Paris. Enfin, avant Haussmann, c'est tous des crétins. Or, c'est tous des gens exceptionnels. Dire Chabrol, Rambuteau sont des gens exceptionnels. Bon, Frochot dans une moindre mesure. Et donc, il écrase un peu ce qu'il y a avant lui. Il écrase aussi beaucoup, à cause de la puissance du legs, ce qu'il y a après. On a du mal, c'est vrai, très juste, à se positionner. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui a été un choc, évidemment, c'est l'effacement de tous ces repères très structurants, comme l'a très bien dit Nicolas, de notre vie de Parisien. Et le problème que, moi, me semble-t-il vraiment posé, c'est difficile de dire à un élu, voilà, la ville est figée, vous ne pourrez plus rien faire, c'est ça l'image de Paris. J'entends très bien que c'est extrêmement difficile de dire ça. Même si, comme défenseur du patrimoine, je pense qu'il vaudrait mieux l'entendre en partie. Mais la question fondamentale, c'est remplacer des choses qui ont dessinées par des grands maîtres, par une pensée très forte, très quelquefois académique, quelquefois pas d'ailleurs. Gérard Guimard, c'est pas spécifiquement académique. Tout ça remplacé par l'ère du gadget, par le banc de plastique, par le bout de bois, tout ça fait qu'on a un déséquilibre de la balance. Tout d'un coup, on s'interroge très légitimement, est-ce qu'on perd pas quelque chose avec ses limites, mais quand même toutes ses qualités, au profit d'une chose improbable qui sent la mode, qui sent les faits, qui sent l'annonce. Éphémère. Qu'est-ce que tu as dit ? Éphémère. Ah, j'avais entendu autre chose, pardon. Oui, éphémère, oui. Sans doute. Non, mais tu vois, les bancs de bois de la place du Panthéon vont pas rester. Ces billots de bois et ce dépôt de matériel de construction va pas rester éternellement en travers de la place du Panthéon. L'éphémère, ça peut être un objectif. Par exemple, les fontaines du rond-point des Champs-Élysées, si ça pouvait être éphémère. mais sur la question Dominique Khalifa. Pour 6 millions d'euros. Je vous entends bien. Paris n'a pas surgi ex nihilo en 1852. On est d'accord. Ouais. Et on pourrait multiplier les exemples. Effectivement, vous évoquez Haussmann et la Gironde. Parlons de Napoléon III à Bath et de Napoléon III à Londres aussi, etc., etc. Reste que les villes ne vivent pas seulement de leur identité de pierre, et les villes vivent aussi de mythes. Les villes ont aussi une identité par-delà leur... Et on le sait, toute ville, pour exister véritablement, a besoin d'une fondation. Les villes sont fondées et sont mythiquement fondées. Elles sont fondées et elles sont refondées. Et la force de Haussmann, et c'est pourquoi effectivement on a beaucoup de mal, en dépit de tout ce que vous dites et qui est évident, qu'on a beaucoup de mal à faire l'impasse sur le moment Haussmann, c'est que c'est le moment de refondation de la ville. C'est une refondation politique, c'est une refondation culturelle, c'est une refondation architecturale, c'est une refondation symbolique. Et ça, ce phénomène-là fait que, bien sûr, par-delà les devanciers, les précurseurs, tout ce qui demeure, quelque chose de particulier dont on a du mal à se sortir est lié à ce phénomène-là que la littérature peut-être porte davantage que l'architecture ou l'urbanisme en lui-même. Mais les villes vivent aussi de ça. J'aime bien le petit bouquin le bouquin de Jean-Pierre Bernard, qui s'appelait Les deux Paris, où il montrait que tel le roi a deux corps, les villes aussi ont deux corps, un corps physique et un corps symbolique et immatériel. Et celui-là nous importe. Nicolas Chaudin. C'est d'autant plus difficile de s'en émanciper aujourd'hui que, comme l'a laissé juste pointer Alexandre, la ville intramuros, c'est-à-dire ses limites administratives, au sein de ses limites administratives, la ville est finie. Il n'y a plus de friches à Paris, ou très peu de friches. On est arrivé au bout de la construction de la ville. Il faudrait la reconstruire sur elle-même pour la refonder. Et c'est une ambition forte, reconstruire sur elle-même une ville qui plus est assez réussie. Il viendrait à l'idée de personne de reconstruire Venise sur elle-même. Alors les gens crient « Ah oui, mais alors Paris n'est pas une ville-musée, Paris n'est pas une ville-musée. » Mais l'avenir de Paris, parce que Paris est encore une ville riche d'avenir, mais l'avenir de Paris ne se joue pas à l'intérieur de ses limites administratives. Paris est le cœur, battant ou pas, d'une conurbation, d'une vaste conurbation, et c'est là que se joue l'avenir de Paris. Et si on avait un message à adresser aux édiles parisiens, car il se trouve que l'archaïsme administratif français fait que Paris est une unité administrative autonome, on voudrait leur dire, mais arrêtez de triturer cette capitale finie, acceptez qu'elle soit un joyau, et
jouer l'avenir de la grande ville de Paris, jouer là à l'extérieur de ses frontières, exactement ce qu'avait fait Haussmann, jouer là à l'extérieur de ses frontières, c'est là qu'est l'enjeu, c'est là que sont les noyaux de pauvreté, c'est là que justement peut-être la mythologie fait défaut. Je ne connais pas la mythologie de Nanterre, enfin à l'exception de Sainte-Geneviève, je connais pas la mythologie de Saint-Ouen, à l'exception peut-être des Puces, mais enfin voilà, c'est là qu'il faut aussi refonder Paris. Il faut refonder Paris sur l'intégralité de son emprise foncière, et c'est là qu'il va falloir aller chercher des mythes modernes, des salles de concert, des modes qui naissent à Paris, qui naîtraient dans ces endroits-là, parce que c'est là en fait que ça se joue. Et fichons la paix aux joyaux bimillénaires enserrés dans le boulevard des Maréchaux. Jean-Louis Bourlange, vous oui, qui c'est êtes là que la reconstruction du système juridique, du système de collectivité territoriale, cette reconstruction est absolument nécessaire et elle est vraiment trop longtemps différée. Moi, c'est une chose que je n'ai pas très bien compris chez le président de la République, c'est qu'il ne se soit pas immédiatement, dans la perspective des élections municipales, mais donc il avait assez peu de temps, parce qu'on y est, qu'il ne se soit pas immédiatement lancé dans une refondation de ce lien entre Paris, sa banlieue immédiate, sa banlieue proche, et la région parisienne, avec quand même des zones rurales, mais des zones rurales qui sont un peu la chlorophylle nécessaire d'un système urbain. Et je trouve qu'on aurait dû faire ça. Et si nous sommes, on l'avait dit dans une émission, si nous sommes dans cette situation très bizarre, où, au bout du compte, ce qui marche dans la campagne municipale, c'est de parler des nids de poules, de la sécurité et de la propreté, c'est-à-dire des enjeux quand même extrêmement proches, extrêmement triviaux, extrêmement simples, et non pas le problème du destin de la ville, le problème d'Orsay, le problème de la recherche, le problème d'une solidarité en matière d'urbanisme, etc. C'est ça, je crois qu'on est vraiment mais corseté par cette loi NOTRe qui n'était pas du tout satisfaisante, avec cet empilement de collectivités dont la caractéristique fondamentale est qu'elles sont dominées par l'administration. Je ne dis pas ça en mal, parce que l'administration est assez éclairée, et souvent beaucoup plus éclairée que les élus. Mais ça va pas. On est dans des collectivités qui ne procèdent pas du suffrage universel direct, qui sont donc des combinaisons entre élus, avec des administrateurs, des préfets, et l'exemple le plus typique, le plus simple, c'est comment peut-on imaginer avoir un système dans lequel l'urbanisme, le logement appartient aux communes ou à la métropole, et les transports à la région. Enfin, c'est absolument, évidemment, indissociable. Donc là, je trouve que, à mon avis, c'était pas si difficile que ça de trancher le nœud gordien dans cette affaire, pour citer Pompidou, bien sûr. Trancher le nœud gordien, parce que il y avait des résistances de partout, etc. Mais en fait, tout le monde s'en foutait. Les Parisiens n'ont aucune idée, a priori. On leur a dit, voilà, vous avez une région élue au suffrage universel dans lequel vous concentrez des pouvoirs très importants, l'urbanisme, etc. Et là, on avait effectivement un lieu élu au suffrage universel, avec quelqu'un qui représentait le projet global. Et tandis que là, on est dans une situation où personne ne représente ce projet global. Alors ça pose un autre problème sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est le problème que cette ville, elle est quand même articulée autour de deux logiques, depuis toujours, de deux logiques contradictoires, il est des lieux, il faut appeler Paris et d'autres capitales de la France, comme disait le regretté Blaise, mais on a vraiment une logique descendante et administrative, et très forte. Haussmann est évidemment l'incarnation la plus parfaite, et une logique identitaire qui est une logique insoumise. D'un bout à l'autre, ce qui fait l'identité politique de Paris, d'Étienne Marcel à mai 68, même à la Commune, c'est une réaction, mais il n'y a pas que ça, il y a la Ligue, il y a la Fronde, il y a quand même tout un ensemble de choses, et Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, comme disait le regretté Aragon, et donc on a ces deux logiques, et il y a une espèce
non pas de contradiction nécessairement, mais de tension permanente entre cette logique d'aménagement qui vient de l'État et cette logique identitaire qui est, au bout du compte, assez subversive. Alexandre Gadi. Oui, je partage tout à fait ces sentiments. Je pense que là, il faut faire un peu d'histoire archéologique de l'administration. De même que le général de Gaulle nous a coincés avec cette élection au suffrage universel du président de la République et le soleil noir de la vie politique et sur lequel on ne pourra jamais revenir, le maire de Paris est condamné à espérer régner... Vous êtes monarchiste, parce que vous voulez la distinction de la fonction symbolique et de la fonction active. Je ne réponds pas aux provocations de Jean-Louis. Le problème de la ville de Paris, c'est que le maire ne peut espérer que régner sur un espace qui va jusqu'au boulevard périphérique et que le problème numéro 1 de la campagne aurait dû être de réfléchir à cette question. La Révolution française et Napoléon, dans leur sagesse combinée, avaient prévu un département d'expansion de la capitale, le fameux département de la Seine, qu'a supprimé de Gaulle d'un trait de plume en 64 pour des raisons politiques compliquées qui ont abouti au petit département que nous connaissons dans la petite couronne. Et de ce fait-là, a détruit cette espèce d'expansion probable de ce que les Allemands ont fait avec le Grand Berlin en 1920, ce que les Anglais ont fait avec le Grand Londres en 1960, et que nous n'arrivons toujours pas à faire depuis que Nicolas Sarkozy a prononcé le nom de Grand Paris en 2008. Regardez le cafouillage dans lequel on est en termes d'empilement, personne ne sait qui fait quoi, et le maire de Paris a intérêt, et la campagne l'a montré, à dire des choses qui intéressent ces micro-électeurs du centre. Quand on entend pendant la campagne des gens dire on va couper tel périphérique, comme si le périphérique c'était un problème parisien, c'est un problème de la région, il y a des gens qui vivent de transport d'un point à un autre, et on voit cet égoïsme qui rejoint, à mon avis, une des caractéristiques des élites françaises, c'est l'incapacité de sortir du centre de Paris. Et là, je parle plus généralement des élites françaises, c'est-à-dire on raisonne dans le centre, et tout le reste paraît extraordinairement lointain. Et ça, Paris se trouve dans cette congestion. On est redevenu la ville la plus dense d'Europe et une des 4 ou 5 plus denses du monde. Pourquoi ? Parce qu'entre 2001 et 2000, à peu près 15-16, il y a eu 200 000 Parisiens de plus. Sur 2 millions, ça fait 10%. Il y a de plus en plus de touristes, de plus en plus de gens qui s'intéressent à Paris, c'est une bonne nouvelle, de plus en plus d'habitants, là, ils viennent de baisser un peu. Mais regardez, je suis arrivé avec difficulté jusqu'à vous, parce que même les transports en commun les plus résistants, il y a un moment où on est arrivé à saturation. Ça, c'est un problème qui me paraît, à l'échelle micro-urbaine, une question qui est loin d'être facile à résoudre. Et on n'en a pas beaucoup entendu parler non plus. Dominique Khalifa, est-ce que le Paris du 19e siècle était plus soucieux de sa couronne qu'il ne l'est devenu ? Déjà, il a commencé par en absorber une partie. Et Haussmann voulait aller plus loin. En 1860. Et ça, je crois que ce phénomène, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit à cet égard. Une ville ne peut pas vivre repliée sur un territoire clos. Paris, de tout temps, s'est agrandi, et comme d'ailleurs les autres grandes métropoles du monde, les autres villes, par extension circulaire, en tache d'huile, en absorbant peu à peu, effectivement. Or, depuis maintenant 1860, la ville est restée circonscrite dans les bornes à la fois administratives, architecturales, les fortifications. On a d'ailleurs eu du mal à les faire tomber. Donc là, alors que cette ville effectivement a perdu progressivement de la population, alors que effectivement on sait bien que la région parisienne continue d'être. Donc là, il y a de toute façon, en dépit, et je suis bien d'accord sur les cafouillages et les difficultés à trouver les acteurs administratifs ou politiques pour avancer là-dedans, mais face à ça, on est, je crois, face à un défi, et je ne vois pas comment les nouveaux Parisiens, les Parisiens de demain vont pouvoir l'éviter. Cette ville doit continuer à vivre et non pas à se scléroser effectivement dans un périmètre... Est-ce qu'on peut dire le murmurant Paris rend la banlieue murmurante? Mais je voudrais juste rebondir aussi sur un tout petit point que Jean-Louis Bourlanges a évoqué, sur la ville rebelle. Bien sûr, Paris, il y a ça. Pour aller très vite, on peut dire que le mythe de Paris, c'est l'amour, c'est la barricade, et c'est aussi ce côté remuant de la ville rebelle. Mais quand on y regarde bien, cette ville rebelle, vous vous êtes à juste titre arrêté en mai 68. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé depuis quelques années, les rebelles sont venus d'ailleurs pour investir Paris. Je pense aux événements de 2019.
Enfin, les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'est pas la ville. C'est une façon, effectivement, c'est une rébellion dans la ville, mais c'est pas Paris. Il y a rebelle. trop de riches à Paris maintenant, c'est plus possible Voilà. de faire les Et là, il y a un barricades. problème sociologique qui, je crois, pose problème. C'est la et descente. l'extension de la ville serait aussi, d'une certaine manière, une façon de résoudre ce problème sociologique. C'est pas le seul, l'immobilier, etc. Ce sont des façons, mais l'extension est aussi une façon d'y répondre. Nicolas Chaudard. Parce que Paris donc s'est étendu depuis la destruction des fortifs et même avant. Paris a continué de s'étendre indépendamment de ses frontières. Mais alors, contrairement à ce qu'elle avait fait jusqu'à maintenant, la ville ne s'est pas étendue, n'a pas poussé son schéma au-delà de ses limites. C'est pas son schéma qu'elle a poussé, ça n'est même pas son identité, l'identité de son espace public, par exemple, puisque l'extension de Paris est laissée à des entités politiques qui lui échappent, des entités politiques d'ailleurs qui ne veulent surtout pas entendre parler de la capitale, parce qu'il y a des... Comment dirais-je ? Il y a des localismes extrêmement puissants, en tout cas pendant longtemps il y a eu ça. Et donc ça contribue au désordre suburbain, ça contribue à couper le cœur de sa périphérie, coupure qu'en plus de ça, après la destruction des fortifs, la construction du périphérique a conservé dans sa matérialité, parce que le périphérique est plus difficile à passer que les anciennes fortifs de Paris. Et donc, cette mosaïque administrative et ce retournement de la multitude de collectivités qui entourent Paris, retournement contre elles, rendent le développement de Paris difficile et rendent difficile surtout un développement harmonieux qui produirait une identité repérable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était un peu plus jeune, les feux de rouge à Paris étaient couleur carbonyle et dès que vous passiez à Boulogne-Billancourt, à Saint-Ouen ou ailleurs, ils étaient en argent, ils n'étaient pas en minium argenté. C'était drôle parce que ça voulait bien dire qu'on sortait de l'espace parisien pour rentrer dans sa banlieue, pour rentrer dans ses faubourgs. Aujourd'hui, on voit mal comment on pourrait associer une multitude de collectivités à un développement harmonieux qui pourrait contribuer à créer une nouvelle identité urbaine pour le Grand Paris tant que les gens tant que les gens considéreront Paris comme un territoire de descente. Pour reprendre toutes les chansons de Marlou qui descendaient à Paris pour casser, ce qui est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Il descendait pour faire la fête, avant. Non, il descendait pour faire la fête, il descendait aussi pour dépouiller, c'était dans les années 60. Je sais plus comment s'appelle ce type qui s'est tué là, mais qui chantait ça quand on arrive en ville, etc., etc. C'était exactement ça le schéma. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en 2018 et Balavoine, voilà. En 2018 et 2019. Donc il faut absolument rompre, et il faudrait, je suis absolument d'accord avec toi Alexandre, recréer ce département de la Seine, et de manière à ce qu'il y ait une administration globale et qu'on cesse de nous bassiner avec cette lutte entre Paris et sa banlieue qui enfreint toute espèce de développement et toute espèce de refondation d'une identité nouvelle, et notamment enfreint également l'aération de la ville. Son aération, je veux dire son verdissement. Et c'est pas les micro-forêts qu'on nous propose qui vont régler le problème, comme nous savons. J'ai connu dans les années 70 une dame âgée qui habitait rue Cortot, donc tout en haut de Montmartre, et qui, quand elle allait voir sa fille, qui elle habitait à Richelieu-Drouot, disait « Je descends à Paris ». La descente de la Courtille a été... absolument, ça s'est chanté aussi beaucoup, la descente de la Courtille. Mais vous avez parlé de cette situation administrative qui empêche cette extension de Paris, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi parler de ce qui, dans les transports, empêche, et au fond depuis le début, parce que quand le métro était construit, à part, je crois, 2 exceptions près, on ne sortait pas des limites de la capitale, et quand on parle maintenant d'un nouveau système de transport, c'est un système de couronne, c'est un système qui va de banlieue à banlieue, qui semble d'ailleurs avoir beaucoup de plomb dans l'aile et demander des investissements qui ne sont pas dont les fonds ne sont pas réunis. Et est-ce qu'il n'y a pas là aussi, et dans cette décision de la politique des transports depuis l'origine, et quand on regarde les délibérations du Conseil de Paris sur le métro en 1896, c'est à mourir de rire. Enfin, c'est où vraiment les uns après les autres viennent dire bon, c'est pas possible. Il y a un conseiller de Paris qui dit mais pourquoi y aurait-il des gens qui iraient de la Nation à l'Étoile? Il y en a un autre qui dit mais ça va être le communisme va arriver comme ça, et un troisième qui dit mais ça va complètement dépeupler la ville si tous ces gens sont sous terre. Où est-ce que les habitants vont pouvoir être? Mais au-delà de ça, ils ont le métro qui a été péniblement accepté par le Conseil municipal de Paris très longtemps après des villes comme Budapest, Buenos Aires ou autres. Ce métro, il est resté
circonscrit à l'intérieur des anciennes fortifications. Et en même temps, il me semble que les décisions qui ont été prises sur la circulation automobile, et notamment sur la fermeture des voies sur berge, ont contribué à rendre l'accès de la banlieue difficile, la traversée de Paris difficile, et que l'autre choix qui pouvait être fait, qui était le choix de piétoniser ou de vouer à ce qu'on appelle maintenant les circulations douces, les quais plutôt que les berges, a contribué aussi à cet égoïsme parisien dont parlait Alexandre tout à l'heure. C'est l'illustration de ce qu'on disait, c'est-à-dire que toutes ces subtilités administratives, on peut en parler comme ça entre experts, entre historiens, mais concrètement, ce qu'on peut vivre tous les jours de ce chaos historico-administratif, c'est ça. C'est je coupe là parce que mes bobos qui votent pour moi ont envie d'aller se promener. C'est vrai qu'on a tous combattu. À l'époque, on était évidemment dans des positions tous différentes peut-être de l'histoire de notre vie, mais on a tous combattu la bétonisation de la Seine et l'autoroute pompidolienne, qui était une chose monstrueuse dans l'histoire de Paris. Il y a eu des luttes magnifiques pour l'empêcher sur la rive gauche, à défaut d'avoir pu l'empêcher sur la rive droite. Mais aujourd'hui, le chaos, regardez les lignes de bus. Certaines ont encore des systèmes de transport qui sont collés aux anciennes communes, qui ont disparu, à certains départements qui ne sont plus sous la même forme. C'est incroyable le conservatisme, y compris dans cet empilement. Donc aujourd'hui, ces transports-là, ils sont aussi, dans leur forme chaotique, la traduction de ça. Pour répondre à la critique que vous formulez, il faut une organisation beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus centrale, et qui peut travailler sur le centre et la périphérie. Et ça demande une organisation que nous n'avons pas. Donc on additionne les choses. Quelquefois ça réussit. Et souvent, malheureusement, puis alors, on ose difficilement le dire, mais ça réclame aussi une espèce d'autorité politique. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit affiché comme une ambition nationale. Et que déjà, dans cette ambition nationale affichée, gise le projet, sinon d'une extension, en tous les cas d'une fusion des territoires. Alors, il y a quand même une contradiction que je voudrais apporter avec un peu de retard à ce que Jean-Louis et vous-même avez dit à Dominique Khalifa tout à l'heure. Mais 68, c'est pas tout à fait la dernière révolte. La destruction des Halles, c'est la dernière révolte. Moi, j'ai participé à tous les groupes qui ont essayé d'empêcher cette destruction avec le Carré des Champs, le groupe des Champeaux, etc. C'est d'ailleurs la fois où j'ai eu la plus vigoureuse confrontation avec des forces de police qui n'y allaient pas de main morte. Et je me souviens vraiment de toute cette population, en grande partie des habitants qui, depuis, ont été priés d'aller se faire voir ailleurs, qui regardaient, ayant échoué, et Dieu sait qu'il y a eu... c'était à la fois une révolte à l'intérieur et une révolte venue de l'extérieur. Il y a eu plus de 1000 projets qui ont été faits pour conserver les pavillons de Baltard et aménager les Halles autrement. Il y a eu dans le monde entier des protestations on ne peut plus vigoureuses contre ce qui était en train de se passer. Et quand on a eu perdu, je me souviens de ce rassemblement derrière les palissades où on voyait les grilles avec leurs gueuses de fonte qui balançaient les gueuses de fonte dans les piliers qui soutenaient les pavillons de Baltard comme si on leur avait tapé dans le genou, et les pavillons qui s'effondraient. Ce qui m'amène à la question que je voulais vous poser, Dominique Khalifa, qui est de rappeler ce que les Halles de Baltard ont été, non pas seulement les pavillons, dans leur innovation architecturale tout à fait remarquable, mais ce que la présence des Halles au centre de Paris a été. Et vous vous êtes aussi intéressé à la population marginale. Vous avez écrit sur le crime à Paris, vous avez écrit... Qu'est-ce que... Oui, ça c'est vraiment important et ça fait écho à la façon dont vous avez, Philippe Meyer, ouvert l'émission avec cette focalisation sur la rue. C'est la vie de l'espace public, je crois. Les Halles au cœur de Paris, c'était un espace qui fonctionnait toute la journée et toute la nuit, qui vivait en permanence, qui avait effectivement cette sociabilité de chaque moment où à la fois il y avait effectivement les commerçants qui venaient, qui approvisionnaient, les livreurs qui arrivaient, les voyous, apaches et prostituées qui venaient parce que il y a eu pendant assez longtemps un privilège administratif sur les cafés, les débits de boissons qui avaient le droit de rester ouverts toute la nuit aux Halles. Donc ça voulait dire que ça attirait aussi des populations malfaisantes entre guillemets ou considérées comme telles. La question c'est l'espace de la ville, la rue, la place, peu importe l'espace urbain, dans sa dimension privée-publique, quand le privé s'articule au public et que la ville vit, là, vraiment, il se passe quelque chose. Et les Halles ont, pendant très longtemps, symbolisé ce maelstrom, la complexe de vie sociale, d'enfants, de vieillards, de mélange absolu. Et une des choses qui me frappe
depuis aujourd'hui, mais c'est un phénomène qui fonctionne sur le long terme. C'est la question, c'est le principe de la dévitalisation de la rue, dont Léa offre un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans la rue ou sur les places. Il se passe des choses, mais il se passe des choses codifiées, calibrées, qui ne sont plus effectivement l'interaction productrice de la sociabilité urbaine. Il y a des gens qui viennent aux halles, effectivement, pour aller faire leurs courses. Il y a ce que Philippe Muret appelait du festivisme dans ces espaces. Mais il n'y a plus de vie. Elle se perd en tout cas, sauf dans quelques rares quartiers. Mais il n'y a plus effectivement cette vie de la rue. Quand Arlette Farge parlait de vivre dans la rue, elle mentionnait effectivement une forme de sociabilité, d'interaction, de vie qui était l'essence de Paris. Aujourd'hui, quand on parle de dans la rue, ce qui se passe dans la rue, ben vous regardez, c'est des listes de morts. Hein, la Croix avait publié là en janvier dernier une liste des SDF morts dans la rue. Dans la rue, on meurt aujourd'hui. Avant, dans la rue, on vivait. Ou alors, c'est une vie artificielle. Et ça, je crois que les halles le symbolisent assez bien, cet espace bruyant, remuant. De mixité sociale, comment dire aujourd'hui. Et ça effectivement, cette dévitalisation de la rue, c'est un phénomène majeur, à mon sens. On peut appliquer à Paris le modèle de Le Goff sur sa ville du Vaucluse, où il montre bien que cette petite ville avait une réalité, avait une production, et que tout ça a été remplacé par des mises en scène artificielles d'origine publique de l'ancienne production. Évidemment, les gens vivent mieux. Les gens qui produisaient ces petites entreprises ont crevé la faim, etc. Les gens étaient très mal payés. Et maintenant, on fait un musée sur les savoir-faire anciens. Et donc, on a un double. Et là, vraiment, le festivisme, je crois que c'est une très bonne expression. Je suis totalement frappé depuis maintenant 20 ans au moins par le caractère tout à fait artificiel de ce que nous vend de ce que vendent les municipalités, entre les trucs sur berge, la Paris-Plage, les nuits, enfin tout ça. Et tout ça, c'est amusez-vous, comme disait l'empereur, en tant qu'on s'amuse, comme disait Talleyrand. C'est une effet, l'autorité publique vous invite à faire la fête. Ça a quelque chose de très artificiel. Et alors, je voudrais revenir sur l'histoire de la révolte et de l'identité. Je crois que là, ce qui caractérisait l'ancien Paris, c'est que tout s'y jouait. Ça se jouait entre le centre et les fortifs. La nourriture, alors le livre de Haron sur le cycle de la nourriture était extraordinaire. On voyait bien que ça commençait dans les hôtels particuliers du boulevard Saint-Germain, du faubourg Saint-Germain, et que ça se terminait dans les fortifs avec la bouffe 6 fois recyclée ou 10 fois recyclée. L'amour. On était vraiment dans un univers à la Max Phophulus, sur la ronde. La ch'touille se développait d'un bout à l'autre et ça finissait. Il y avait une dialectique entre les plaisirs de l'aristocratie et l'activité des pierreuses donc tout ça formait un tout. Et on avait, et alors c'est peut-être Haussmann, on a toujours dit qu'il avait supprimé la verticalité, la mixité sociale verticale, je ne sais pas, mais en tout cas on avait une mixité sociale formidable. Or maintenant, il y a une correspondance entre la partition administrative et le fait que Paris, c'est quand même une ville de privilégiés, de bobos, de riches. Même les gens de gauche, ils sont bobos. Donc on a expulsé hors de Paris ce qui fait le reste de la vie sociale. Et l'administration, le partage administratif n'a pas suivi. Et c'est pour ça que Paris n'est plus une ville insoumise, mais n'est plus non plus une ville identitaire. Elle n'a plus d'identité. Car en réalité, c'est la ville des riches, la ville des bobos, la ville des gens qui sont à l'aise, et là-dessus, et donc du coup elle cumule dans l'esprit public, et c'est un des aspects des Gilets jaunes, elle cumule à la fois le privilège royal, le privilège de l'autorité publique, et le privilège du fric, de l'aisance, etc., par rapport à la banlieue ou par rapport à la province. Donc elle n'est plus du tout la matrice
de la société française. Moi, je me rappelle quand on étudiait la Révolution au lycée, on nous disait toujours Paris, c'était bien ou c'était mal, c'est un autre problème, mais Paris, capitale de la Révolution, rien ne se fait dans la Révolution française sans le mot d'ordre de Paris, sans l'avancée de Paris. Ça, c'est évidemment tout à fait autrement maintenant. Et donc, le découpage administratif devrait suivre. Oui, Alexandre Gadi. Pardon, Nicolas Chaudin. Non. C'est parce que vous continuez de penser à Paris et puis autour de Paris. Paris est toujours, la conurbation parisienne est toujours une ville rebelle. Quand les banlieues s'enflamment, c'est Paris qui s'enflamme. Alors c'est pas Paris intramuros, c'est pas le Paris dirigé par le conseil municipal d'Anne Hidalgo, mais c'est toujours Paris. C'est toujours Paris, les banlieues qui s'enflamment, elles sont à 5 km, 10 km du centre. Et donc c'est le peuple, c'est le nouveau peuple de Paris ou le peuple du grand Paris qui s'enflamme. Oui, Gavroche donc est en banlieue. Et voilà, Gavroche est de l'autre côté du périph', mais parce qu'on lui a pas laissé le choix de trouver un logement à l'intérieur. Mais c'est toujours Gavroche, sauf qu'il a un petit accent de la Bayabin. C'est les banlieues c'est pas Paris, la ville, il se passe rien dans la. On est bien d'accord, mais parce que on continue. La désocialisation de Paris fait qu'effectivement, c'est quand même pas la même chose. La Révolution française, c'est au cœur. Certes, Dominique, mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'on continue de penser à Paris indépendamment de la conurbation dont il n'est que le centre. Il faut arrêter de dissocier Paris et sa banlieue. Quand on pense Paris, il faut penser Paris C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà, mais de Mantes à Melun, en gros. Et c'est ça, Paris. Donc, quand ça pète entre Mantes et la porte de Champéret, c'est à Paris que ça pète. Alexandre Gadi. Oui, je me souviens que Nicolas, ici présent, avait trouvé dans les archives Persigny une lettre d'Haussmann où il disait « Si je pouvais chasser tous les pauvres de Paris ». C'était pas un personnage très sympathique, on est bien d'accord, je pense, autour de cette table. Et donc, voilà, on y est. On y est, mais c'est l'immobilier qui a fait le boulot. Et quand on entendait un certain nombre d'élus dire on va réglementer ci, réglementer ça, bon courage, parce que... Alexandre, c'est l'immobilier qui a fait le boulot, mais on retombe sur nos pattes, c'est aussi cet archaïsme administratif. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas aussi le tourisme qui a fait le boulot, et est-ce que c'est pas aussi le tourisme qui fait qu'on pense Paris de la manière dont Nicolas trouve qu'on a tort d'avoir le réflexe de le penser? Parce que au fond, et à ce moment-là, le politique pouvait réagir. Dire dans la mesure où le tourisme regroupé sur une toute petite surface a abouti à une transformation complète des commerces locaux, et notamment des commerces de proximité, qui sont ceux dont on a besoin pour pouvoir vivre. Il s'est trouvé que là où il y avait 4 boulangeries, il n'y en avait plus qu'une, parce que les 3 autres étaient devenus marchands de t-shirts, et la même chose pour les boucheries, puis c'est beaucoup moins salissant de vendre des t-shirts, puis on commence à 10h du matin, et puis il faut pas aller au hall, etc. Et là, le pouvoir politique pouvait agir, et d'ailleurs il s'y est mis, quand il sent à force qu'on lui morde les fesses, il s'y est mis, mais il s'y est mis beaucoup trop tard. Et il s'y est mis avec toute la maladresse que l'administration peut avoir dans ce genre de choses. Alexandre. Oui, là si on s'intéresse effectivement maintenant plus largement à ce qu'était la généralité de Paris sous l'Ancien Régime et qui serait notre grosse région d'Île-de-France aujourd'hui, l'histoire du patrimoine, c'est aussi l'histoire d'occasions manquées. Et là, on est vraiment passé à côté de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette Île-de-France, moi je suis un bébé de l'Île-de-France, c'était une région, quand vous regardez les photographies des années 50-60, quand vous regardez les anciennes cartes, aujourd'hui il y a eu pas mal de productions qui ont été faites en lien avec le Grand Paris, et les historiens ont repris tout ça, et c'était... L'Île-de-France, c'était une région magnifique, avec énormément de parcs, énormément de châteaux, énormément de monuments, pas toujours d'ailleurs de l'ancienne France, mais aussi quelquefois de la nouvelle. Le patrimoine, quand on a essayé de le défendre en Île-de-France, le plus menacé aujourd'hui, c'est le patrimoine du XXe siècle, le patrimoine du travail, le patrimoine du peuple, les grandes cités ouvrières, tout ça, ça a été abandonné progressivement. Et aujourd'hui, le drame, c'est que la torsion qu'on dénonce, elle est aussi dans l'image. Vous sortez de Paris, tout a l'air un peu défait, mal fichu, mal proportionné. Vous rentrez dans Paris, vous avez l'impression d'une espèce de joyau poli à la gâte, etc. Et ce va-et-vient est extrêmement difficile à faire. Quand on n'est pas en banlieue, on n'y comprend rien. Voilà. Jean-Luc Bourges. Oui, pardon. Non, mais c'est tout, j'avais rien à dire d'autre. On n'aura pas entendu. Le tourisme, vous avez raison, mais il est tellement lié aussi à la question de l'immobilier. Je me baladais, il n'y a pas tellement... Et puis, c'est pas seulement la question de Airbnb. Airbnb, c'est nouveau, ça a accentué le phénomène avec les petites surfaces. Mais je me baladais l'autre jour, avenue de l'Opéra, et c'était le soir, c'était 22h, je regardais les fenêtres allumées dans les immeubles. Il n'y a rien d'allumé, c'est noir. C'est-à-dire qu'il y a des très beaux appartements qui sont là, qui appartiennent à des gens qui les ont achetés, qui viennent y passer, je ne sais pas, peut-être une semaine, un mois, 2 mois par an, mais qui vivent pas là. Donc le phénomène va aussi effectivement avec cette question de l'usage des immeubles et de l'espace. Et je reste
pas complètement convaincu par cette idée que Paris, c'est aussi de Mantes à Melun. Je comprends l'idée. Non mais j'ai un peu exagéré. Non mais bien sûr, je comprends l'idée. Mais en même temps, la topographie, ça existe. L'espace de la ville, les rues, les places, et il y a des choses qui se passent dans certains espaces topographiques, et il y a des choses qui se passent dans d'autres espaces topographiques. Vous allez me dire, ça s'est toujours passé, effectivement, l'idéal d'une mixité absolue, ça n'existe pas. Il y a toujours eu, effectivement, des distributions sociales des espaces. Mais alors là, aujourd'hui, on est quand même dans le grand écart de la distribution sociale des espaces. Et ce phénomène-là, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait résoudre si on veut que la ville puisse trouver effectivement retrouver une identité, une vitesse de croisière, tout ce qui font effectivement de l'interaction urbaine. Si on veut éviter des formes de guerre civile en réalité, parce que on est parfaitement d'accord. Est-ce que vous seriez d'accord, Dominique Khalifa, pour dire que justement cette distribution sociale s'arrêtait à la frontière des Halles et que les Halles étaient un lieu, les Halles, pas seulement les pavillons de Baltard, mais tout ce qu'il y avait autour était précisément un lieu dans lequel il y avait la distribution sociale s'arrêtait parce que le dernier des voyous allait y trouver un refuge parce que on pouvait, comme disait je ne sais plus qui, y trouver. C'est Jean-Paul Kléber, je crois, qui a été un magnifique, livre, Paris Insolite. C'est Jean-Paul Kléber, ancien résistant, n'ayant pas trouvé, au fond, dans la vie normale, n'ayant pas trouvé l'intensité qu'il avait connue dans la résistance, devient clochard, fils de bonne famille, devient clochard et raconte dans ce livre, Paris Insolite, de manière absolument magnifique, raconte ce qu'était ce Paris idéal. Et c'est pas du tout un Paris idéalisé. C'est un Paris dans lequel on voit justement à quel point des fonctions qui sont aujourd'hui dévolues à des appareils, à des professionnels, etc., qu'on appelle les fonctions avec ce mot qui est devenu insupportable à force d'être employé, qui est le mot de solidarité, ces fonctions-là étaient exercées avec les tensions qu'il peut y avoir dans n'importe quel groupe social. C'était un évident épicentre où tout ce que vous évoquez, effectivement, pouvait converger. Depuis les maraîchers jusqu'aux voyous. Dans un livre que j'avais publié en 2013 sur les bas-fonds, j'avais consacré un chapitre à cette pratique qui était la tournée des Grands-Ducs, ce qu'on a appelé la tournée des Grands-Ducs à Paris. Ça commence dans les années 1890, et c'était effectivement la façon pour les élites sociales, ça aurait commencé, dit-on, avec un Grand-Duc, un Russe, frère d'Alexis en 90. Toujours Vladimir. Grand-Duc, toujours Vladimir. On allait voir les mauvais lieux, et où est-ce que tout cela s'achevait, où est-ce que ça se terminait? Au petit matin, aux Halles, pour manger une soupe à l'oignon, où effectivement la bonne société terminait son encanaillement dans cet épicentre. Et le lieu était à la fois effectivement un lieu de convergence et de mixité, mais aussi bien sûr un lieu de symbolique de la centralité parisienne. C'est sur cette évocation de la tournée des Grands-Ducs, que nous irons peut-être faire en sortant de cette émission, si on arrive à trouver des endroits pour, que je vais vous remercier les uns et les autres. Comme vous le savez, il y a, après cet enregistrement, un moment d'échange avec la salle auquel nous allons nous livrer dans quelques instants.